Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Héros d'Europe. Merci beaucoup pour les retours, les suggestions que vous m'avez faites après le premier épisode. Si vous avez des idées ou si vous avez des envies de personnages dont vous souhaiteriez que je vous conte l'histoire, vous pouvez m'en faire part en commentaire sur les différentes plateformes ou sur Twitter. Je vous lis tous avec beaucoup de plaisir. Après Charles Martel, nous allons faire un bond de 7 siècles dans l'histoire. On va se retrouver à la fin du XVIIe avec Eugène de Savoie-Carignan, le fléau des Ottomans, mais aussi de Louis XIV. Napoléon l'a classé parmi les 7 plus grands généraux de l'histoire, aux côtés d'Alexandre le Grand, Jules César, Hannibal ou Frédéric de Prusse. Et pourtant, en France, il est presque totalement inconnu. Si vous le connaissez, c'est sans doute que vous êtes savoyard comme moi, ou alors que vous avez visité Vienne et ses magnifiques palais, le Belvédère, la Porte du Ciel, des palais qu'il a fait bâtir. Mais sinon, vous n'avez sûrement jamais entendu parler de lui. Cet homme, c'est Eugène de Savoie-Carignan, le prince Eugène comme on l'appelle, et il a pourtant eu un destin hors du commun. Chassé de la cour de France par Louis XIV, le roi Soleil, il s'était juré de ne revenir en France qu'à la tête de son armée. Et le pire, vous savez ce que c'est ? Il a tenu parole. Bien qu'en France il soit presque inconnu, comme je vous l'ai dit, il est l'un des plus grands héros de l'Europe centrale et orientale. Pour tout vous dire, je me suis vraiment intéressé à lui et à sa vie en découvrant au fin fond de la Roumanie que l'une des bières les plus vendues portait son nom. Il a non seulement défendu Vienne dès sa première bataille, quand elle était assiégée par les Turcs en 1683, mais surtout il leur a fait connaître le goût de la défaite que les Ottomans avaient oublié depuis plus de 2 siècles en Europe. Pour la première fois, la Sublime Porte, comme se surnomment eux-mêmes les Turcs, enfin l'Empire ottoman, a été contrainte à la négociation avec les infidèles. Quand il commence sa carrière militaire, ils ont pénétré les remparts de Vienne, et quand il meurt, Eugène les a repoussés au-delà de Belgrade. Ces défaites marquent le début de la fin de l'Empire ottoman. Grâce à lui, les Turcs ne feront plus que reculer, jusqu'à leur expulsion définitive de l'Europe en 1918. Et comme ça n'était pas assez de sauver l'Europe du danger musulman, ce petit prince malingre a passé l'autre moitié de sa vie à battre les armées françaises. 5e et dernier fils de sa famille, selon certains bâtards de Louis XIV, s'il est petit et maigre qu'on pensait le voir mourir très jeune, il devait faire une carrière banale dans les ordres. Pourtant, il a refusé la voie que sa mère lui avait tracée. Quand elle a été chassée de la cour par le grand roi, Eugène a pris son destin en main. Il a troqué son habit de petit abbé pour les vêtements militaires qu'il ne quittera plus jamais, jusqu'à devenir l'un des plus grands généraux de l'histoire. Bref, il n'était rien, et il est devenu l'égal du roi de France qui se prenait pour un dieu. Je vous propose donc de découvrir l'extraordinaire destin du prince Eugène, des remparts de Vienne au champ de bataille de Blenheim et de Belgrade. Découvrons comment Eugène de Savoie a sauvé toute l'Europe de l'invasion musulmane et s'est opposé sans relâche aux ambitions du roi Louis XIV. Et dire que si Louis ne l'avait pas méprisé, Eugène lui aurait peut-être offert le monde sur un plateau. Depuis 1453, l'Empire byzantin s'est écroulé, envahi par les Ottomans. La capitale de l'Empire romain d'Orient est tombée sous les coups de l'artillerie de Mehmed II après 53 jours de siège, lors desquels les chrétiens se sont battus avec l'énergie du désespoir, abandonnés par les puissances chrétiennes. Sainte-Sophie devenue mosquée, la prochaine étape serait l'Europe. Déjà maîtres des Balkans depuis la bataille de Kosovo-Polier un siècle avant, les Ottomans s'emparent de Belgrade en 1521, puis écrasent les Hongrois 5 ans plus tard à Mohacs. En 1529, Soliman le Magnifique met le siège devant Vienne, sans succès. L'Empire autrichien reprend des couleurs et repousse les musulmans, leur infligeant une cinglante défaite à Lépante en 1571. Les guerres continuent, sans avancée majeure pendant des décennies. La menace aux frontières orientales de l'Empire demeure constante. Et c'est pas mieux à l'ouest, où la grande rivale de la Maison d'Autriche est la France des Bourbons qui veut prendre pied en Allemagne. Il faut s'attarder un peu sur la structure politique du Saint-Empire romain germanique, qui nous est particulièrement étrangère, à nous, Français. Pour nous, le souverain règne et dirige grâce à un pouvoir fort et centralisé, au moins depuis la guerre de 100 ans. Dans l'Empire, c'est extrêmement différent, puisqu'il s'agit d'une charge élective, c'est-à-dire qu'à chaque fois, celui qui veut devenir empereur du Saint-Empire romain germanique doit se faire élire par des grands électeurs, que ce soit l'électeur de Bavière, l'électeur de Saxe, l'électeur du Hanovre, etc., etc. Le grand Charles Quint, le rival de François Ier, avait d'ailleurs failli se faire ravir son trône par les Français en 1519. François avait dépensé sans compter pour se faire élire à la tête du Saint-Empire avant que les Allemands ne se reprennent et refusent la domination d'un Français.
Pour consolider son pouvoir, Charles se tourne vers l'Espagne et réunit les deux couronnes. Mais malheureusement, cet empire-là ne lui survivra pas. Néanmoins, sa famille, les Habsbourg, domine en Espagne et en Autriche et encercle la France. Ils consolideront ces liens au fil des générations en multipliant les unions entre les deux branches de leur famille, les Habsbourg d'Espagne et les Habsbourg d'Autriche, ce qui aboutira à une consanguinité désastreuse. Les Habsbourg s'abrutirent au fil des générations. Si vous regardez les portraits, vous pourrez constater que les traits s'aggravent et s'accentuent, avec le menton proéminent et les yeux enfoncés dans les orbites qui marquent la dégénérescence de leur race. Les Habsbourg règnent en Espagne, en Autriche, mais aussi aux Pays-Bas. C'en est trop pour Louis XIV. Après la guerre de 30 ans qui a fait de l'Allemagne un champ de ruines, il se décide à briser l'encerclement en envahissant les Pays-Bas lors de deux guerres successives entre 1667 et 1678, qui aboutissent à l'annexion de cette province, mais aussi de la Franche-Comté. Je vous ai brossé le contexte rapidement, mais retenez simplement que le Saint-Empire vit sous la menace constante des Ottomans, qui dominent jusqu'en Hongrie, mais aussi que le roi Louis XIV n'a qu'une seule ambition, mettre à bas les Habsbourg. En France, au début du règne de Louis XIV, l'homme le plus puissant du royaume est un Italien de naissance. Il s'appelle Mazarin, c'est l'héritier du cardinal de Richelieu. Par une habile politique de mariage, il place ses nièces au plus près de la famille royale. Olympe Mancini épouse donc le prince Eugène Maurice de Savoie-Carignan, qui descend de Charles Quint, le grand empereur, et a du sang de la famille royale française. C'est donc un bon parti pour cette nièce de Mazarin. Sauf que Olympe est la favorite de Louis XIV, qui rechigne longtemps à ce qu'elle se marie à un autre. Ils ne perdront jamais contact, puisque le roi viendra souvent rendre visite à Olympe dans son hôtel de Soissons. Et ça donnera l'occasion d'ailleurs au petit Eugène d'admirer ce roi quasi divin. La rumeur dit d'ailleurs qu'Eugène serait en réalité un bâtard de Louis, qui aurait refusé de le reconnaître à cause de sa face repoussante et de la bosse qui lui tord le dos. Eugène naît en 1663, c'est donc le cinquième et le dernier fils d'Olympe. On le surnomme très tôt le petit abbé, puisque sa mère le destine à une carrière ecclésiastique sans lui avoir demandé son avis, bien évidemment. Ces humiliations, cette mère qui ne veut pas le voir car elle ne supporte pas d'avoir mis au monde un être aussi disgracieux, ces vexations-là, le petit Eugène ne les oubliera jamais. Mieux, il en fera un carburant. Pour le former, Olympe demande au puissant ministre du roi, Louvois, de nommer Eugène ambassadeur en Espagne. Elle n'aura jamais de réponse. Louvois se souvient encore qu'elle a refusé ses avances plusieurs années auparavant, et il a juré sa perte, ainsi que celle de sa famille. Olympe est contrainte de quitter la France pour ne pas finir embastillée. C'est la fameuse affaire des poisons, dont on dit qu'elle était friande. Et cette affaire ébranle la cour du roi. Elle a été accusée, Olympe, de vouloir empoisonner des nobles. Elle doit se réfugier en Belgique, où elle n'arrêtera jamais d'intriguer ni d'attirer des hommes prêts à se jeter à ses pieds pour obtenir une faveur de sa part. C'est à la fois la déchéance pour Eugène, qui devient un proscrit, mais également une libération. Enfin, il peut vivre son attirance pour la chose militaire au grand jour. Enfin, il s'émancipe de cette mère tyrannique et humiliante. Il quitte aussitôt ses habits de petit abbé et entreprend de se former à l'art de la guerre. À la même période, ses frères qui vivent sans parents, leur père est mort en campagne pour le roi depuis longtemps, organisent de gigantesques fêtes à l'hôtel de Soissons. L'une d'entre elles dérape. Le thème « Les hommes s'habillent en femmes et les femmes en garçons » va trop loin, puisque le très jeune comte de Vermandois est un bâtard du roi et il est déguisé en femme par ses hôtes, par les frères d'Eugène. C'est l'humiliation de trop pour Louis XIV qui n'accordera plus aucune faveur aux Savoie-Carignan. Eugène demeure proche de son cousin, le prince de Conti, qui a épousé une bâtarde du roi. Conti, l'ami d'Eugène donc, a accès aux appartements privés du roi. En 1683, Eugène a 19 ans, il accompagne son cousin pour porter sa requête, que le roi le nomme à la tête d'un régiment. Outré, Louis XIV toise les deux compères et tourne les talons sans dire un mot. Eugène ne sera jamais aussi humilié, honteux et haineux. Louis écrira bien des années après « La demande était modeste, mais pas le demandeur. Personne d'autre ne s'est jamais adressé à moi de manière aussi insolente. » Comprenez, Eugène avait eu le culot de le regarder dans les yeux. Après cette entrevue, ce jeune ambitieux sait qu'il n'a qu'un seul choix. S'il veut poursuivre une carrière militaire, c'est l'exil. Ça tombe bien, car son frère, Louis Thomas, s'est mis au service de l'empereur d'Autriche, Léopold. En Autriche, justement, l'armée ottomane a fait jonction avec les insurgés hongrois et marche sur Vienne. Rien ne semble devoir les arrêter. L'empereur Léopold signe alors un traité d'alliance en urgence avec Jean III Sobieski, le roi de Pologne, pour qu'il vienne lui porter secours. De toute l'Europe centrale, des forces arrivent. Des Saxons et des Bavarois ont répondu à l'appel du pape, qui leur demande d'aller sauver la chrétienté à Vienne. Face au danger, l'empereur quitte sa capitale, qui peut tomber à tout moment. En juillet 783, le siège débute. Lors d'une escarmouche, Louis Thomas, le frère d'Eugène, se fait tuer en protégeant la retraite de ses dragons.
Les 60 000 hommes de l'armée impériale ne peuvent rien face aux Ottomans, qui percent les murailles et investissent le palais de Léopold. La garnison tient encore, elle attend d'un jour à l'autre l'arrivée de l'armée de secours. Eugène atteint l'Autriche exactement à cette période. La rumeur enfle, on dit que des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants traversent le détroit des Dardanelles pour venir s'installer en Europe après la victoire des armées ottomanes. Pressé d'en découdre, Eugène va se mettre sous la protection de son cousin Louis de Bade, un soldat reconnu de l'armée impériale. Ils arrivent devant Vienne en septembre. Immédiatement, Louis et Eugène ont ordre d'aller déloger les batteries turques qui bombardent la ville. Eugène, comme il le fera tout au long de sa vie, mène le combat en première ligne. Ils enlèvent les batteries et foncent vers les portes de la ville. Les Turcs sont pris à revers et doivent évacuer rapidement. Vienne est sauvée, l'armée ottomane doit rentrer en Serbie. Le vizir Mustapha sera étranglé sur ordre du sultan, qui ne peut pas supporter une telle humiliation. C'était la première expérience du feu d'Eugène. Imaginez, dès son premier combat, il participe à la bataille qui sauve l'Empire et sans doute toute l'Europe centrale. Il a fait ses armes, il a été reconnu par ses pairs. La rumeur veut même qu'avant la bataille, il ait convaincu ses supérieurs que les Ottomans n'étaient pas 200 000, comme ils le croyaient tous, mais plutôt 100 000. L'empereur reconnaît ses mérites et le nomme colonel, avec un régiment de dragons savoyards sous sa responsabilité. Sa voie, il l'a trouvée. Faire la guerre aux ennemis de l'Empire, les Ottomans, qui menacent d'engloutir toute l'Europe. Eugène lui-même est un condensé d'Europe. Il ne parle que le français, mais il n'est pas français. Il n'est pas savoyard non plus, il n'y a jamais mis les pieds. Mais pourtant, il appartient à la maison de Savoie. Il s'est distingué dans l'armée impériale, mais personne ne le considère comme autrichien ni comme allemand. En réalité, Eugène est un apatride européen. Sa patrie, c'est l'Europe. Sa mère, c'est la guerre. Vienne dégagée, l'armée impériale peut enfin entamer la reconquête. Et elle commence par la Hongrie, occupée depuis plus de 150 ans par le sultan. À l'hiver 1684, l'empereur Léopold forge avec le roi de Pologne et la République de Venise une nouvelle sainte alliance pour bouter les musulmans hors d'Europe centrale, au moins jusqu'à la Grèce. La campagne de l'été 84 n'a qu'un seul objectif, libérer Bouda et Pest, qu'on n'appelle pas encore Budapest. Pest, c'est facile, c'est en plaine. Le gros morceau, c'est Bouda, sur la colline, et qui est en plus protégé par une forteresse particulièrement redoutable. Le siège commence le 8 juillet, face à 18 000 Ottomans bien retranchés, qui opèrent souvent des sorties non pas pour fuir, mais pour harceler les troupes chrétiennes. Eugène s'illustre encore à cette occasion. Il est frustré, il ne mène pas les assauts contre la ville. Il va briller d'abord en repoussant facilement une sortie, mais surtout en écrasant, avec Louis de Bade, l'armée de secours envoyée par le sultan. Ça ne suffira pas. L'armée de la coalition est ravagée par la dysenterie, le siège doit être levé en novembre. Avant de partir, les quelques 15 000 combattants restants incendient Pest pour que les Ottomans ne puissent pas en profiter. Charles de Lorraine, le chef de toutes les armées de l'Empire, n'a pas gagné cette bataille, mais il compte bien gagner la guerre. Il revient, Eugène à ses côtés, 2 ans plus tard, avec 75 000 hommes, 2 fois plus que la fois d'avant. À nouveau, Eugène doit couvrir les arrières de l'armée. À nouveau, face à lui, le grand vizir tente de venir en aide à la garnison, réduite à 8 000 hommes. Et à nouveau, Eugène repousse l'armée de secours en première ligne de ses dragons. Le grand vizir regardera de loin Bouda être libéré le 3 septembre et sa garnison être massacrée. Il faudra 20 ans aux Hongrois pour raser toutes les mosquées et près d'un siècle pour relever Bouda et Pest qui ont été réduites en cendres par les combats. La Sainte Alliance ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut pousser son avantage jusqu'au bout. Le Danube, cette artère fluviale qui irrigue toute l'Europe centrale, doit revenir sous le contrôle des puissances chrétiennes. Or, qui contrôle Belgrade, contrôle le Danube. Belgrade, c'est le verrou ottoman en Europe. En 1688, 80 000 hommes, des Suédois, des Autrichiens, des Allemands, qui viennent de Poméranie, de Bavière, de Saxe, se portent à l'assaut de la ville, sous le commandement direct de Charles de Lorraine, qui peut enfin s'appuyer sur une flotte de canonnières qui descend le Danube. Charles ordonne de bombarder la ville pendant 1 mois. Eugène, toujours à la tête de sa cavalerie, reste au cœur des affrontements. Il sera d'ailleurs blessé à 2 reprises, d'abord par un sabre qui lui fend le casque, puis par une balle qui lui fracture le genou. Finalement, après 167 ans d'occupation, Belgrade est libéré par la Sainte Alliance. Sauf qu'à l'ouest, ces victoires sur les Turcs inquiètent un souverain, Louis XIV, qui a toujours préféré choyer les Ottomans plutôt que libérer ses coreligionnaires. Ce roi, prétendument très chrétien, n'a qu'une seule crainte, que les Habsbourg repartent à l'assaut de ses conquêtes dans les Pays-Bas. Il veut prendre les devants. Son armée pénètre en Allemagne et exige que le Palatinat lui soit remis.
Évidemment, toute l'Europe est scandalisée. C'est encore ce roi agressif qui vient porter la guerre sur notre continent. En mars 1689, l'Empire, les Provinces-Unies, l'Angleterre, la Suède, la Savoie et la plupart des princes allemands forment une coalition, la Ligue d'Augsbourg. Parmi eux, il y a un maillon faible, le très faible duc de Savoie. Le chef de la maison d'Eugène ne le sait pas encore, mais une expression sera forgée grâce à lui, tourné kazakh. Ce Jacques Dutronc du XVIIe siècle changeait de couleur de vêtements selon qu'il était allié avec les Habsbourg ou avec les Bourbons. Et c'est arrivé si souvent que c'en est devenu proverbial. Vous le saurez la prochaine fois que vous utiliserez cette expression, vous penserez à ce bon duc de Savoie. Victor Amédée est marié avec une Française, et il est le fils d'une Française. C'est pour ça que Louis XIV espère le convaincre de changer de camp, afin de se faire ouvrir l'école alpin pour envahir le nord de l'Italie, qui sont des possessions autrichiennes. Eugène est envoyé en Savoie italienne avec le grade de Feldmarschall. C'est une promotion éclair pour le jeune homme qui a à peine 27 ans. Rendez-vous compte, il n'y en a qu'une dizaine d'autres maréchaux dans l'armée impériale. En 1692, aidé par Victor Amédée, qui est resté fidèle à l'alliance des Habsbourg, Eugène franchit les Alpes et s'empare de Gap. La promesse qu'il s'était faite 10 ans auparavant est déjà tenue. Il est bien rentré en France, à la tête d'une armée. Il fonce sur Aix-en-Provence, mais le duc tombe malade et passe à 2 doigts de mourir. Victor Amédée ordonne à toute son armée de repasser l'école vers l'Italie. Et alors que Eugène aurait pu s'emparer de la Provence, il rentre bredouille de cette campagne. Épuisé par de très rudes combats en Allemagne et dans les Pays-Bas, Louis XIV est contraint de demander une paix, qui lui sera particulièrement défavorable, puisqu'il perd toutes ses conquêtes dans le nord, mais aussi le duché de Lorraine. Ces traités ne sont qu'une humiliation pour la France, et toute l'Europe sait qu'il n'en restera pas là. L'apparent silence des armes sera court. Mais avant que la peine soit signée, Louis XIV a encore joué la carte ottomane. Il leur a fait envoyer des fonds pour qu'ils repassent à l'offensive et qu'ils reprennent Belgrade, ce qui sera fait en 1690. L'Empire, en pleine guerre contre Louis XIV, n'a rien pu y faire. 7 ans après, en 1697, alors que la guerre contre la France se termine, la guerre de la Ligue d'Augsbourg, Eugène est nommé commandant en chef de la campagne contre les Turcs. Puisque les armées impériales, libérées de la guerre à l'ouest, vont pouvoir se retourner vers l'est. Pour la première fois, il est le seul à la barre, et son nom va rentrer dans l'histoire. La rumeur court à Vienne que le sultan en personne se trouve à Belgrade pour diriger la campagne. Eugène rassemble toutes les forces disponibles et mène 70 000 hommes au nord de la Serbie. Une fois, 2 fois, Eugène tente de livrer bataille, mais les Turcs se défilent. La troisième sera la bonne. Le 11 septembre 1697, les musulmans traversent un fleuve, après s'être retranchés pour protéger le pont de bateau. L'avant-garde d'Eugène les a vus, mais les Turcs, eux, pensent que l'armée impériale se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres. Eugène élabore minutieusement son plan d'encerclement, alors qu'un message urgent arrive de Vienne. L'empereur l'interdit, formellement, de livrer bataille, car l'armée turque est trop importante. Le prince de Savoie prend le temps de la réflexion. Ce ne sera pas long. Ce serait criminel de ne pas partir à l'assaut alors que l'ennemi est en si mauvaise position. Il ne transmettra jamais l'ordre impérial à ses généraux, c'est sa bataille, c'est son moment. Eugène commence son encerclement du camp en espérant que les Turcs ne sortiront pas de leur retranchement. Ils sont 80 000 contre moins de 50 000 pour les impériaux. Si les Ottomans passent à l'offensive et qu'Eugène n'a pas le temps de finir sa manœuvre, son plan pourrait échouer dans les grandes largeurs et son armée serait massacrée. Et voilà les janissaires et les spahis qui sortent. Prenant conscience du danger imminent, Eugène part lui-même à la tête de sa cavalerie pour les repousser. Galvanisés par leur chef, les Autrichiens les repoussent immédiatement. Au même moment, l'aile droite des impériaux commence à couper la liaison entre le camp retranché et le pont de bateau. Les Turcs refluent en panique, ils tentent de traverser dans la cohue avant que les tenailles ne se referment sur eux. Ils seront 10 000 à se noyer dans le fleuve. Comme d'habitude, le camp turc regorge de trésors et de richesses qu'Eugène partage avec ses hommes. À la fin de la journée, 20 000 Turcs sont hors de combat, contre seulement 500 impériaux. Le 11 septembre 1697 sera connu dans toute l'Europe comme la bataille de Zenta, la plus grande victoire européenne depuis les Pentes. Sur le chemin de Vienne, Eugène est célébré comme un héros. On l'appelle le nouveau Jules César. Dans la capitale, la foule le porte en triomphe. Son chemin est pavé de fleurs. Mais arrivé devant l'empereur, Eugène est mis en état d'arrestation. Les jaloux et les minables, les conspirateurs, ceux qui soufflent à l'oreille de l'empereur, ont monté Léopold contre son meilleur soldat. Il a refusé d'obéir à son ordre direct de ne pas attaquer. Après une semaine cloîtré chez lui, Eugène va au-devant de Léopold, sans y avoir été convié. Il dépose à ses pieds le sceau du sultan, récupéré à Zenta. À la vue de ce symbole, comme jamais il n'en était apparu dans une cour d'Europe, les yeux de l'empereur se gonflent de larmes et il s'excuse auprès d'Eugène de l'avoir si maltraité.
Il le rétablit dans sa dignité et ses commandements. Le petit abbé de Savoie est bel et bien devenu le plus grand général de sa génération. Pour la première fois, les Turcs acceptent de négocier avec les infidèles. Et le sultan doit traiter avec un souverain chrétien, comme avec un égal. La sublime Porte perd sa superbe et beaucoup de terres. Les belligérants signent la paix de Karlowitz en janvier 1699. Le sultan cède officiellement la Hongrie et la Transylvanie à l'Empire. La Pologne récupère toute l'Ukraine subcarpatique et Venise la Dalmatie. L'Empire Habsbourg n'a jamais été aussi puissant depuis Charles Quint. La paix semble s'être établie à l'Est pour de bon. Le système d'alliance, forgé par Eugène avec les puissances protestantes, le protège d'un coup de force. Au sud, la Savoie, au nord, les Provinces-Unies, à l'ouest, le Palatinat et le Hanovre, la France ne peut pas l'atteindre directement. Pourtant, tous savent que la guerre va revenir. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'elle viendrait d'Espagne. Après sa victoire éclatante, Eugène devient l'un des principaux dirigeants de l'Empire et s'implique même dans les affaires diplomatiques. Il négocie avec le duc de Savoie, le roi d'Angleterre et de Suède. La France, mise au banc des nations, ne perd pas de temps et se réarme à toute vitesse. Le roi Soleil ne le sait que trop bien. Son atout principal réside dans son armée puissante, dotée de généraux talentueux comme Villars et richement équipés. Néanmoins, comme le reste de l'Europe, il doit bien reconnaître le génie militaire d'Eugène, qu'il tentera d'ailleurs de recruter aux environs de l'année 1700. Louis offre un pont d'or à Eugène, le maréchalat de France, le gouvernorat de Champagne et 20 000 louis d'or de rente annuelle. Pour vous faire une idée, en schématisant, c'est plusieurs millions d'euros par an. Eugène ne décline pas immédiatement. Il est troublé, comprenez-le, il a l'occasion de rentrer dans son pays, célébré comme un héros. Quelle revanche personnelle il prendrait sur le plus grand souverain de son temps. Mais au souvenir de leur dernier entretien, du mépris de Louis qui n'avait pas même daigné répondre, la colère l'envahit. Il a voulu faire d'Eugène son ennemi, qu'il l'assume désormais. Une affaire préoccupe toutes les cours d'Europe, la santé du roi d'Espagne, Charles II. On le sait, de constitution fragile, diminué intellectuellement, dégénéré à force de mariages Habsbourg consanguins. Les puissants lorgnent sur sa succession. Qui mettra la main sur la couronne de Madrid? Les Bourbons, avec la descendance de Louis XIV, qui accomplirait le plus grand exploit de sa dynastie et libérerait sa frontière sud d'un danger d'invasion? Ou bien les Habsbourg d'Autriche, toujours nostalgiques de l'empire de Charles Quint, qui réunissait l'Autriche et l'Espagne? On le sait, la situation peut devenir très dangereuse, surtout avec l'Angleterre, qui s'impliquera pour protéger ses intérêts en Europe, dans les colonies et sur les mers, comme les Provinces-Unies, qui ne veulent pas voir Louis XIV encore se renforcer. Les puissances maritimes et protestantes sont peu à peu devenues incontournables dans les affaires européennes. Alors, la France et l'Espagne redoublent d'attention et de missions diplomatiques auprès de Charles II pour lui soutirer le testament le plus favorable possible. Les deux maisons ont des arguments dynastiques à faire valoir. L'empereur autrichien est gendre et petit-fils de Philippe IV d'Espagne, le père du roi. Louis XIV est le petit-fils du même Philippe, dont il a épousé la fille, Marie-Thérèse d'Autriche. Lors de ce mariage d'ailleurs, entre la maison d'Autriche et le roi de France, ce dernier devait renoncer à la succession de l'Espagne. Mais la dot de Marie-Thérèse n'a jamais été payée. Le roi se considère donc libre de tout engagement et estime la clause de renonciation caduque. Le 2 octobre 1700, c'est finalement l'envoyé de France qui arrache un testament favorable à Charles, au terme duquel le petit-fils de Louis XIV, Philippe d'Anjou, est désigné comme héritier légal. Le 24 novembre, Philippe est proclamé roi et son grand-père, le roi Soleil, s'exclame « Il n'y a plus de Pyrénées ». La France et l'Espagne, tenues par les Bourbons, c'est évidemment inacceptable pour les cours d'Europe. Dès 1701, le général anglais Marlborough, celui de la comptine, Marlborough s'en va en guerre, que vous avez tous entendu quand vous étiez petits, Marlborough signe la Grande Alliance avec l'Empire autrichien, les Provinces-Unies, la Prusse, l'électeur de Hanovre et la Suède contre les Bourbons. Le but de guerre affiché est de démettre Philippe d'Anjou de sa couronne. Deux états charnières, clés entre l'Empire et la France, sont du côté français, c'est la Savoie et la Bavière. Eugène retourne à nouveau en Italie, mais cette fois pour faire face à son cousin, le duc de Savoie, dont il connaît le caractère indécis. Il sait qu'en un ou deux coups stratégiques, Victor Amédée sera tellement effrayé qu'il retournera à nouveau sa veste. Alors, Eugène prend une décision à laquelle personne ne s'attend, pas même l'empereur. Au lieu de contourner les montagnes par le sud en passant par Venise, il décide de faire passer ses troupes à travers les Alpes pour déboucher directement dans la plaine du Nord. Hannibal avait mis 15 jours pour passer avec ses éléphants. Eugène et ses 30 000 hommes n'y passent que 72 heures, avec canons et chevaux.
Le général français, Catinat, l'attendait partout, sauf ici. Il est totalement désorienté. Les impériaux arrivent dans son dos, tout son plan de campagne s'effondre, son armée de 90 000 hommes doit reculer après quelques escarmouches. Il est relevé de ses fonctions et remplacé par Villeroy, un des meilleurs généraux de Louis XIV, qui souffre d'un immense défaut, la suffisance proverbiale des Français. Villeroy refuse les 20 000 hommes supplémentaires que lui propose le roi. Il est persuadé d'avoir le dessus intellectuel et stratégique sur celui qu'il appelle encore le petit abbé. Villeroy se précipite vers Chiari à la recherche de la bataille, assoiffé de gloire et d'une victoire qu'il imagine facile. Il pense que la ville n'est gardée que par 6 000 hommes. En réalité, la totalité de l'armée d'Eugène l'attend. Devant la forteresse, dans un étroit couloir, Eugène ouvre le feu. En une seule salve, 2 000 Français restent au sol. Le maréchal de France refuse de renoncer. Il précipite à nouveau ses troupes à l'assaut. Pour le même résultat, 1000 de plus tombent. Villeroy comprend qu'il ne pourra rien faire, lève le camp et se retranche dans la petite ville de Crémone. En février 1702, renseigné par un moine, Eugène prépare alors un coup audacieux. Il fait pénétrer quelques centaines d'hommes dans les égouts de la ville pendant la nuit. Il se jette sur les sentinelles et ouvre les portes de la ville à 200 dragons qui sèment le désordre dans des troupes réveillant sursauts et désorientées. Au matin, 2500 Français sont hors de combat. Si les Autrichiens ont perdu 1000 hommes, ils n'en ont pas moins ramené un trésor inestimable. Le maréchal Villeroy en personne, sain et sauf, prisonnier d'Eugène. À la nouvelle de ce coup de main, toute l'Europe chante les louanges d'Eugène et les Anglais rient à gorge déployée à l'écoute de quelques chansons qui se moquent du roi Louis et de son petit maréchal des égouts. En juillet 1703, l'empereur fait d'Eugène le président du Conseil de guerre. À peine 40 ans, il est le maître suprême de toutes les affaires militaires de l'Empire. Il va enfin pouvoir s'attaquer au problème central de l'armée depuis qu'il y est entré, le manque d'argent pour équiper et pour payer ses hommes. Chaque année, il a écrit à l'empereur pour lui réclamer des fonds, des vêtements, des armes et de la poudre. Chaque année, il a dû se débrouiller comme il a pu. Rappelez-vous que dans l'Empire, les nobles sont beaucoup plus libres et indépendants qu'en France. L'empereur n'a qu'une faible marge de manœuvre pour lever des impôts et des taxes. La structure administrative y est très faible et souvent déficiente. Eugène prend cette situation au sérieux. Il commence par réformer le droit d'avancement des officiers de l'armée, qui devra désormais être fondé sur le mérite et non pas sur les intrigues de cour ou la naissance. Vous vous en doutez, la grande noblesse voit ça d'un mauvais œil et conspire contre Eugène. Mais que peuvent-ils faire contre le plus grand héros militaire que l'empereur couvre d'égards ? Le prince se préoccupe aussi du moral de ses troupes. Il ne manquera d'ailleurs jamais de paraître avec eux dans les campagnes, de partager leurs repas autour du feu. Il retire de la première ligne les estropiés pour les consacrer à des tâches sédentaires et non combattantes. 1703 marque un tournant dans la guerre de succession d'Espagne puisque l'Angleterre envoie un contingent sur le continent. Marlborough a pour mission d'empêcher les troupes bavaroises de rejoindre celles de Louis XIV. Le danger guette sur le Haut-Danube. S'ils font leur jonction, les Franco-Bavarois pourront fondre sur Vienne. 20 ans tout juste après le dernier siège mené par les Ottomans. Pire encore pour Eugène, la capitale de l'Empire est très mal défendue, car une bonne partie de la garnison a été envoyée en Hongrie pour mater une révolte. Maximilien Emmanuel, le prince électeur de Bavière, choisit assez stupidement de changer ses plans et de foncer sur le Tyrol pour venir au secours des insurgés hongrois. La route de Vienne était ouverte, les Franco-Bavarois n'en profiteront pas, ce sera là leur dernière occasion de mettre un terme immédiat à la guerre. Et pour couronner le tout, Maximilien Emmanuel, le Bavarois, se fait battre à plate couture par les renforts impériaux, trop heureux de n'affronter que son armée et pas celle des Français en supplément. Les Bavarois se replient, Vienne est sauvée, mais les ennemis d'Eugène menacent les États Habsbourg de toutes parts. Le duc de Vendôme, qui commande le contingent français en Italie, ne renonce pas à son projet de s'emparer de la capitale impériale. Avec les Bavarois venant du nord et les Français du sud, Vienne reste vulnérable. Eugène redoute la bataille du Danube, qui se profile pourtant à l'horizon. Son salut passera par Marlborough et les troupes anglaises. À l'hiver 1704, les deux militaires mettent au point un plan audacieux. Faire parcourir 400 km aux hommes de Marlborough depuis la Hollande jusqu'au Danube en longeant le Rhin sans que les Français ne comprennent leur stratégie. La première étape est la plus simple. Faire croire à ses alliés hollandais qu'ils ne les abandonnent pas, qu'ils se déplacent simplement vers la Moselle pour protéger le Rhin. Marlborough part en mai avec 21 000 hommes suivis de près par les 30 000 de Villeroy qui restent à bonne distance pour observer ses manœuvres. Si jamais Villeroy comprend jusqu'où compte aller l'Anglais, il peut le couper de ses bases hollandaises en l'attaquant depuis la rive gauche du Rhin. Arrivé à Coblence, là où se rejoignent la Moselle et le Rhin, c'est donc une ville très importante, les Français se retranchent persuadés que Marlborough va les attaquer. Pourtant, il continue sa route. Il remonte encore le fleuve. Peut-être veut-il finalement attaquer Strasbourg alors, la nouvelle place forte de Louis XIV ?
Ça semble se confirmer puisque les ingénieurs anglais construisent des ponts de bateaux pour traverser. Villeroy mord à l'hameçon. À toute vitesse, il fait fondre ses troupes vers l'Alsace pour la protéger d'une invasion. En attendant, autour du Danube, toutes les opérations prévues par les Franco-Bavarois sont annulées, tant règne l'incertitude sur les plans des coalisés. Début juin, les deux chefs de la coalition, Eugène et Malbro, se rejoignent, bientôt accompagnés de Louis de Bade. Villeroy reste toujours à bonne distance. Mais il a compris qu'il avait été joué. Non seulement il ne peut plus mener aucune campagne dans les Pays-Bas, mais pire encore, il ne peut plus venir en aide à ses alliés bavarois à cause d'Eugène qui se tient entre deux. Louis et Malbro partent à la chasse à l'électeur de Bavière avec 80 000 hommes. Ils veulent le débusquer avant que des renforts français commandés par le maréchal de Tallard ne les rallient. Tallard entame sa marche à travers la forêt noire et Eugène fait face à un dilemme. Soit il emmène ses 20 000 hommes pour le bloquer, au risque de laisser le champ libre à Villeroy et que celui-ci atteigne le Danube, soit il laisse Tallard faire sa jonction avec Maximilien Emmanuel et donc renforcer considérablement leur position. Il choisit le compromis. Eugène laisse 12 000 hommes sur le Rhin et 15 000 pour aller chasser le français. Le prince électeur de Bavière est conforté dans son choix. Il ne doit en aucun cas sortir de ses forêts. Il faut éviter le combat à tout prix en attendant les renforts. Malbro entame alors une campagne de terre brûlée tout azimut. Il ravage les terres, les cultures et les villes de Bavière pour forcer son ennemi au combat. Finalement, Tallard fait sa jonction avec le Bavarois au prix de plusieurs milliers de pertes sur la route. De son côté, Eugène parvient lui aussi à la rencontre de Malbro. C'est l'heure de la bataille, le sort de l'Empire va se jouer dans cette petite plaine au pied des Alpes. Les Franco-Bavarois mettent leur camp à proximité du village de Blenheim, dans une plaine ouverte entrecoupée de cours d'eau qui rendent impossibles les grandes manœuvres. Le 12 août, les deux armées se font face. Les Franco-Bavarois sont plus nombreux et surtout très bien retranchés. Mais ils sont complètement empêtrés dans les rivières et les marécages. Ils ne peuvent plus bouger. Dans le même temps, les deux chefs, anglais et autrichiens, communiquent sans cesse l'un avec l'autre. Ils entrent dans une totale symbiose et se coordonnent à la perfection pour exécuter leurs plans et se prêter des troupes de renfort en cas de besoin. Les Français sont bloqués. Ils n'ont plus qu'à se retrancher et à attendre. Le roi est en échec et le mat ne va pas tarder à suivre. En supériorité numérique, Tallard est persuadé que les Alliés vont se replier face à lui. Eugène et Malbro savent qu'ils jouent à quitte ou double. Ou ils terrassent leurs ennemis en une fois, ou ces derniers s'installeront à proximité de Vienne, dans des forteresses inexpugnables, renforcées des Français. Leur plan est simple. Chacun prendra une aile de Tallard pour le compresser. Quand le combat s'engage, Eugène, comme à son habitude, se porte à la tête de ses hommes pour culbuter les lignes françaises. Au centre de la bataille, les Français font le choix désastreux de se replier à Blenheim et rompent l'équilibre de leur dispositif. Les Anglais sont rapidement en supériorité numérique. Eugène continue ses charges, lui, pour empêcher l'aile gauche française de se porter au secours du corps d'armée principal qui subit les coups de Malbro. 10 000 Français sont bloqués dans Blenheim, que seuls 5 000 Anglais tiennent sous leur feu. Eugène revient une fois, 2 fois, 3 fois à la charge pour établir une tête de pont sur le fleuve Nebel, malgré les contre-attaques françaises qui font un ravage parmi ses hommes. Malbro traverse le fleuve à son tour, autour de 14 heures. Il va pouvoir détruire le centre de Tallard. Ce dernier se rend compte trop tard que ses troupes de renfort sont bloquées à Blenheim. Et pourtant, les troupes françaises résistent, encore et toujours, tant et si bien qu'une brèche se crée chez les Alliés. Si Tallard parvient à prendre le village d'Oberglauheim, il isolera Eugène du reste de son armée et pourra massacrer les impériaux avant de se retourner vers Malbro. En urgence, ce dernier demande à Eugène de lui prêter une brigade de cuirassés pour repousser la cavalerie française qui s'apprête à charger. Les impériaux prennent l'ennemi sous un angle favorable, appuyés par les batteries britanniques. La manœuvre a réussi, le front français s'effondre. À 17h, une charge générale met en déroute les Franco-Bavarois. 3000 cavaliers se noient dans le Danube. D'autres sont taillés en pièces par les poursuivants. Dans la retraite, le maréchal de Tallard est fait prisonnier. Le duc allemand qui le tient l'accueille en ces termes sous sa tente. « Je suis vraiment navré qu'une si cruelle infortune se soit abattue sur un soldat pour lequel j'ai la plus haute estime. » Il reste à prendre Blenheim. Eugène, épuisé, découragé par la couardise de ses hommes, en a déjà battu 2 qui s'enfuyaient. Il hurle à ses officiers qu'il souhaite se battre parmi des hommes braves et non avec des lâches. Il repart à l'assaut, drapeau du régiment en main pour donner du courage à ses troupes. Les Français, encerclés dans le village, continuent le combat dans le cimetière. Le soir venu, ils tiennent encore, malgré les attaques incessantes. Mais ils se sont rendus compte qu'autour d'eux, tout le monde avait fui. À 21h, 10 000 Français conviennent finalement de déposer les armes, conscients qu'il ne servait plus à rien de mourir, puisque la bataille était déjà un désastre. Le bilan est extrêmement lourd. 30 000 tués et blessés, disparus et prisonniers pour les Français, pour à peine 10 000 chez les Alliés. Pire, le mythe de l'invincibilité française a vécu.
Les espoirs de Louis XIV d'obtenir une paix rapide et favorable se sont envolés. C'est sans doute la bataille la plus décisive de la guerre de succession d'Espagne. L'Empire est sauvé, la Bavière passe sous le contrôle des Habsbourg et le meilleur officier français est prisonnier. En apprenant la nouvelle, l'empereur s'effondre en larmes. La marche exceptionnelle de Marlborough sur le Rhin, la coordination parfaite avec Eugène, la victoire éclatante, cette campagne de 1704 consacre le génie combiné des deux soldats. D'une entente personnelle, ils en ont fait une machine de guerre implacable. On dit en Europe que l'un partage son cerveau avec l'autre pour former un génie militaire sans équivalent. Le duc de Marlborough n'est plus connu chez nous que grâce à la comptine, mais en son temps, comme Eugène, ils sont célébrés en héros. Et pourtant, Marlborough ne sera même pas le plus connu de sa famille, il sera dépassé, et largement, 200 ans plus tard, par son descendant, un certain Winston Churchill. Quelques mois après Blenheim, à l'aube de la campagne de 1705, le vieil empereur Léopold meurt, après 47 ans de règne. Joseph Ier, son fils, monte sur le trône. Pour Eugène, il est comme un frère. S'il a perdu son père, celui qui était comme son père, l'empereur, qu'il avait accueilli, qu'il avait pris sous son aile, il sert désormais un homme qui a grandi politiquement et militairement à ses côtés, un homme qui a partagé ses peurs et ses craintes, ses doutes et ses espoirs. Eugène n'a pas le temps de pleurer, il doit se rendre d'urgence en Italie. Vous vous rappelez peut-être que la Savoie avait choisi la France au début de la guerre de succession d'Espagne. Mais comme à son habitude, le duc a encore une fois changé de camp. Il faut donc venir l'aider et faire face au duc de Vendôme qui a mis le siège devant Turin, sa capitale, en mai 1706. Si elle tombe, toute l'Italie du Nord sera aux mains de Louis XIV. Eugène essuie une première défaite terrible. Il y perd un tiers de son armée. Une armée qui est encore mal payée, mal équipée, mal nourrie. Alors que le siège traîne en longueur, mais que la défaite paraît inéluctable, un miracle vient à nouveau sauver Eugène, et ce miracle, c'est encore Marlborough, qui a terrassé les Français dans les Flandres. Dans l'urgence, Louis XIV rappelle Vendôme pour protéger le nord du pays. Vendôme est remplacé par de médiocres officiers, et Eugène décime les retranchements français en septembre 1706. Le butin est faramineux pour l'Empire. 250 canons, 90 000 quintaux de poudre, 40 000 pistoles et des chevaux pour pas moins de 13 régiments. Les Français se retirent jusqu'au pied des Alpes, pourchassés par Eugène. Cette fois, c'est lui qui tient toute l'Italie du Nord. Marlborough propose alors une tactique qui deviendra un classique des armées britanniques, l'ouverture de fronts périphériques. Comme le fera son lointain descendant Winston Churchill dans les Dardanelles, Marlborough entend s'attaquer à Toulon, le port militaire français dans la Méditerranée. Il persuade le duc de Savoie, dont les terres côté français sont occupées, de franchir l'école à la tête de ses troupes. Avec Eugène à ses côtés, ils prennent Nice d'abord, Antibes, Cuers, la Valette du Var fin juillet 1707. Arrivé devant Toulon, Eugène organise le siège, aidé par une flotte britannique qui prend sous son feu le port militaire. Malgré une résistance acharnée, le fort Sainte-Catherine est occupé le 30 juillet. Malheureusement pour Eugène, il n'a que 15 jours pour faire tomber la ville. 20 000 soldats venus d'Espagne viennent attaquer les positions impériales le 15 août. Le 22, les Français reprennent Sainte-Catherine. Eugène ne voulait pas de cette opération trop risquée, et il avait raison. Alors qu'il avait réussi à reprendre le comté de Nice, il doit difficilement franchir à nouveau l'école, après avoir perdu 10 000 hommes pendant les combats. Il en profite pour reprendre sur la route du retour la ville de Suse, qui servait de tremplin aux opérations françaises en Italie, mais ce sera l'une de ses rares réussites en 1707. L'année suivante, Louis XIV veut frapper un grand coup dans les Flandres. Il y envoie Vendôme et ses 110 000 hommes. Eugène et Marlborough suivent le même chemin. Pendant le printemps, les batailles se multiplient, sans désigner de véritables vainqueurs, jusqu'à la bataille d'Audenarde en juillet. C'est la dernière citadelle que les Alliés tiennent sur l'Escaut. L'Escaut, c'est l'artère fluviale qui relie la mer du Nord, et donc l'Angleterre, aux Pays-Bas et à la Belgique. Et ça permet d'envoyer des hommes jusque sur le Rhin. Elle est donc vitale pour les opérations des coalisés, et notamment des Anglais. Si elle tombe, les Britanniques seront coupés de leur base. Les deux génies militaires s'accordent à nouveau. Eugène fait jeter des ponts devant la ville, de nuit, en silence, pour ne pas éveiller les Français. Il fait traverser la rivière à toute son armée. Les Français n'ont rien vu, rien entendu. La moitié du travail est faite. Le matin, quand la bataille s'engage, les Français sont totalement surpris. Ils lancent une contre-attaque mal organisée, car mal préparée, elle reste sans effet. Ils perdent 15 000 hommes, 2 fois plus que les coalisés. Vendôme ordonne de reculer en France. Eugène et Marlborough veulent pousser leur avantage, dégager tout l'Escaut et même envahir la France. Le 6 août 1708, ils mettent le siège devant Lille, la deuxième ville de France à l'époque. Et surtout, elle est dotée d'une magnifique citadelle construite par Vauban. On la pense et on la dit imprenable. L'état-major français refuse de croire que l'ennemi osera se rendre sous les murs de la ville. En septembre, le temps d'organiser ses tranchées et ses batteries, Eugène ordonne l'assaut.
Lui qui ne s'est jamais dérobé au combat manque d'y laisser la vie. Un coup de mousquet l'atteint au-dessus de l'œil. Ses proches veulent le ramener à Vienne. Hors de question qu'il laisse ses hommes. On le soigne comme on peut avant qu'il ne reparte au combat. Puis peu de temps après, il est encore victime d'un attentat à la lettre empoisonnée. Certaines mauvaises langues disent que cette lettre empoisonnée venait d'Angleterre et des ennemis de Marlborough. Le siège continue. Il est d'une telle importance stratégique que la reine d'Angleterre fait envoyer des troupes supplémentaires. Le 20 octobre, les assiégés n'ont plus de poudre. Ils lancent des casseroles, des pics, tout ce qui leur tombe sous la main. Le commandant de la place, le maréchal de Boufflers, tente tout ce qu'il peut en attendant les renforts. Eugène, impressionné par tant de courage et par cet orgueil, voire cette arrogance si française, lui offre de se rendre avec les honneurs militaires et avec la promesse que ses hommes pourront amener leurs blessés à l'arrière. Il lui laisse 3 jours pour vider la place des hommes inaptes au combat sans être attaqués et fait envoyer aux Français épuisés par 3 mois de siège du vin et des vivres. Le 9 décembre 1708, Eugène prend officiellement possession de la citadelle lilloise. La route de Paris est ouverte. Eugène et Marlborough préparent l'invasion. La France est au bord du gouffre. Pendant l'hiver 1708-1709, des centaines de milliers de Français meurent de faim et de froid. La situation militaire est désespérée. Le déclin économique, causé par le départ des Huguenots français qui ont fui les persécutions et la révocation de l'édit de Nantes, rend impossible l'approvisionnement des grandes armées en munitions et en matériel. Le peuple gronde et réclame la paix, comme une partie de la cour d'ailleurs. Après tout, qu'est-ce que ça va changer à leur vie qu'un petit-fils de Louis XIV règne en Espagne? Ça ne remplit pas les assiettes. Louis demande la paix, mais les conditions offertes par les Alliés sont humiliantes. L'empereur reste particulièrement intransigeant, alors que les puissances protestantes commencent à fléchir. L'empereur exige que Louis finance des opérations militaires pour chasser d'Espagne son petit-fils. Les Anglais et les Hollandais demandent le démantèlement du précaré français, avec les pertes de Lille, Tournai et Dunkerque, ainsi que la restitution de Strasbourg et de l'Alsace à l'Empire. Pour résumer, les Anglais veulent abattre la puissance militaire et économique française, les Hollandais veulent assurer la sécurité sur leurs frontières, et l'empereur réclame que l'Espagne revienne aux Habsbourg. En mai 1709, toutes ces conditions sont refusées par la France, et Louis XIV lance un appel à la mobilisation des Français par ces mots célèbres « Puisque je dois faire la guerre, j'aime mieux la faire à mes ennemis qu'à mes enfants ». Le peuple français entend son roi et se soude autour de lui. Ils n'ont pas subi 8 ans de guerre pour rien, voire pour perdre des places fortes conquises de haute lutte. Les engagements volontaires se multiplient, au grand désarroi des coalisés qui voient l'armée des Flandres se reconstituer rapidement. Eugène et Marlborough préparent l'invasion pour l'été. Ils imaginent que ce sera la dernière bataille, celle qui leur ouvrira les portes de Paris et de Versailles. Villars et Boufflers préparent eux des lignes défensives et fortifient des camps retranchés. Début septembre, ce sont 110 000 Anglo-Autrichiens qui s'avancent vers Malplaquet. Face à eux, à peine 80 000 Français, soutenus par 2 fois moins de canons que leur ennemi. L'affrontement est titanesque, personne ne veut céder. À 15h, les coalisés ont pris la position surélevée des Français au centre du dispositif après plusieurs assauts. Boufflers réalise qu'il faudrait un bain de sang pour la reconquérir et doit battre en retraite. Mais de son côté, l'armée d'invasion a subi de telles pertes qu'elle n'est plus en état de poursuivre. Les Anglo-Autrichiens perdent 25 000 hommes contre seulement 6 000 côté français. En France se propage la rumeur selon laquelle Marlborough aurait perdu la vie. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'est composée la comptine, sur sa mort. Les Alliés ont donc remporté une victoire tactique sur le champ de bataille. Mais ils ne seront pas en état d'envahir la France. Louis XIV, Villars et Boufflers remportent une victoire stratégique de première importance. Le nombre de morts sidère l'Europe coalisée. Les puissances maritimes sont secouées par une vague populaire qui exige une paix rapide. Les Tories, les conservateurs, en Angleterre vont bientôt reprendre le pouvoir, avec un seul programme, la paix. Au grand désarroi d'Eugène et de l'empereur, qui ne veulent surtout pas cesser le combat avant une victoire claire et nette sur la France. L'empereur ne la verra jamais de son vivant. Joseph meurt en avril 1711. Sa succession ne devrait pas poser de problème sur le papier, puisque son frère est censé monter sur le trône impérial. Sauf que le frère en question, il ne veut pas. Et oui, ce frère en question, c'est Charles III. Charles III d'Espagne. Il s'y sent bien, il refuse de renoncer aussi facilement au trône pour lequel son père, puis son frère, se battent depuis 10 ans à ses côtés. Il faut toute la force de persuasion de la cour de Vienne, et d'Eugène en particulier, pour le rappeler à son devoir, et lui faire quitter la péninsule pour la capitale impériale. Pire encore, il doit en plus officiellement renoncer à la couronne espagnole pour ses descendants, car jamais l'Europe et les alliés de l'Empire n'accepteront de voir les héritiers directs de l'empereur régner sur l'Autriche et sur Madrid. Personne n'a envie de voir l'État de Charles Quint ressusciter. Le roi Charles III d'Espagne devient alors l'empereur Charles VI. Son accession au pouvoir accélère la fin de la guerre. Toutefois, chaque camp veut être en position de force lors des négociations. Alors Eugène réétudie un plan d'invasion de la France toujours très affaibli. Mais il vient de perdre son meilleur allié, Marlborough, victime d'une cabale à Londres, où il est rappelé. Saint John, un proche de la reine, entreprend de saboter méthodiquement la campagne d'Eugène.
C'est ainsi qu'à la veille de l'assaut sur la France, il ordonne le retrait des troupes anglaises de la première ligne. Winston Churchill écrira à ce propos que rien, dans toute l'histoire des peuples civilisés, n'a jamais surpassé cette noire trahison. Mais en réalité, les Anglais vont beaucoup plus loin. Saint John s'est mis en relation avec Versailles, avec Louis XIV et son maréchal, Villars. Ce dernier voit tranquillement les troupes des Alliés s'approcher des siennes, mais il sait pertinemment que la moitié d'entre elles va faire demi-tour. Quand Eugène se rend compte de cette trahison qui vient, il hésite. Doit-il rebrousser chemin et renoncer à une position très avantageuse dans les négociations, ou doit-il poursuivre sans les troupes anglaises? Il décide de continuer et enlève une à une les places françaises sur son chemin. Eugène profite que les troupes anglaises soient encore sur place, elles servent à le couvrir. Villars, en face, ne comprend plus rien. Il fait envoyer des messages à Saint John pour lui demander si, comme convenu, ses troupes vont se retirer ou non. Après Le Quesnoy et Landrécy mi-juillet, les Français sont contraints d'attaquer Denain. C'est leur dernière chance d'empêcher Eugène d'arriver jusqu'à Paris. Villars voit immédiatement l'opportunité. Le front d'Eugène est trop étendu. Il a dû élargir son dispositif au maximum pour protéger ses lignes de communication, au risque d'affaiblir la profondeur de ses flancs. Après une manœuvre de diversion, Villars prend possession de l'ensemble des ponts du secteur et fait immédiatement traverser sa troupe. La bataille s'engage le 24 juillet. Les Alliés sont pris totalement par surprise. Des régiments entiers quittent Denain, jusqu'à ce que le pont s'écroule sous le poids de leur retraite. Eugène limite pourtant les dégâts. Il ne perd que 6 000 hommes sur les 120 000 qu'il alignait. Mais il doit continuer à reculer. Les Français reprennent en 3 mois l'ensemble des villes qu'il avait mis 2 ans à conquérir. Douai tombe en septembre 1712, après un petit mois de siège. 2 ans auparavant, Eugène et Malbro avaient mis 2 mois et perdu 15 000 hommes. Napoléon déclarera plus tard que Denain sauva la France. En réalité, on est presque revenu à l'état des frontières d'avant le déclenchement de la guerre. Tout ça pour rien. Dès avril 1713, la France signe avec les Provinces-Unies et l'Angleterre les traités de paix d'Utrecht. Cette signature est suivie immédiatement de celle de la Savoie et de la Prusse. L'Empire est le dernier État à vouloir combattre, mais il ne peut pas le faire seul. Il faudra attendre encore une année supplémentaire de négociations directes entre Eugène et Villars, qui s'estiment, se respectent et s'apprécient, pour que la paix soit officiellement scellée entre l'Empire et la France. L'Empire sort très affaibli de la guerre. Premièrement, le sujet central, l'Espagne, lui échappe. Le Bourbon régnera. Les Habsbourg, maîtres de la péninsule depuis Charles Quint, perdent Madrid et ses possessions. La France rend les forteresses de la rive droite du Rhin, et Louis XIV doit renoncer à l'union des 2 couronnes, de France et d'Espagne. Néanmoins, toutes ces conquêtes antérieures au déclenchement de la guerre sont confirmées. Enfin, la France doit céder l'Acadie à Londres et renoncer à Terre-Neuve et à la baie d'Hudson. Le monde n'a pas changé, malgré des années de guerre entre les puissances européennes. Ce qui est en train de changer, c'est la position de l'Angleterre, devenue la grande nation qui s'opposera à la France pour les 2 prochains siècles. Les Habsbourg, par contre, reculent peu à peu. Si Eugène s'est illustré, il n'a pas gagné partout, tout le temps. Heureusement pour lui, il va bientôt pouvoir se retourner contre sa victime préférée, l'Empire ottoman. À la fin de l'année 1714, le sultan déclare la guerre à Venise. 200 000 musulmans traversent les détroits pour dévaster l'Europe. Avec ses meilleurs lieutenants, Eugène fait reconstruire la flotte du Danube. Au cours des années, il a complètement réorganisé l'armée et l'intendance impériale. Résultat, jamais il n'a été à la tête d'une armée aussi bien équipée, nourrie et prête au combat. Avec 80 000 hommes, il se retranche dans la forteresse de Peterwardein, près de Novi Sad en Serbie, en août 1716. La position n'est pas idéale, mais ses fortifications sont solides pour accueillir le grand vizir et ses 120 000 janissaires. Le 5 août, Eugène envoie ses hommes à l'assaut des musulmans, mais la contre-attaque ottomane est fulgurante. Les janissaires font reculer les impériaux et commencent même à investir les tranchées défensives des Autrichiens. Les hommes d'Eugène se replient vers la citadelle, au risque d'y subir les bombardements massifs des batteries qui dominent la ville. Eugène lance alors sa cavalerie en urgence contre les Ottomans, qui reculent rapidement de crainte d'être encerclés. L'infanterie impériale ressort de ses bases et vient finir le boulot. Les Turcs laissent 30 000 morts ou blessés pour seulement 5 000 Européens. C'est une très grande victoire pour Eugène, d'autant que dans leur retraite, les Ottomans perdent encore 40 000 hommes. L'initiative leur échappe complètement, Eugène va pouvoir mettre le siège devant la capitale serbe une 2e fois. En 1717, Eugène mène ses hommes sous les murs de la ville appuyés par une flottille importante. Le sultan a laissé 30 000 soldats dans Belgrade et envoyé 150 000 au secours de la ville. Le temps joue contre Eugène, il doit prendre la ville avant l'arrivée de cette armée. Mi-juillet, les bombardements de la ville commencent. En quelques jours, les dégâts sont si importants que la garnison songe à capituler.
Mais l'armée de secours s'approche. Le 30 juillet, elle occupe la totalité des collines qui entourent le camp d'Eugène. Il se sent pris au piège, son plan est en train de s'écrouler sous ses yeux. D'assiégeants, les impériaux sont devenus des assiégés. Les Turcs n'attaquent pas. Ils laissent les Autrichiens dépenser leurs munitions, les épidémies se répandre et leurs vivres s'amenuiser. Toute l'Europe pense que cette fois, c'en est fini du prince Eugène. Ses généraux lui demandent de faire retraite avant une défaite désastreuse. Il ne s'y résout pas. Il connaît son ennemi. Il sait comment le battre. Le 16 août, il ordonne l'assaut final contre l'armée de secours. Sauf qu'il innove. L'attaque doit avoir lieu à minuit. Les Turcs ne s'y attendent pas du tout. À cette époque-là, on ne se bat que de jour. Le bombardement des forts de la ville est plus violent que jamais, pour justement empêcher une riposte. Au matin, le commandement de l'armée de secours se rend bien compte de la faiblesse principale du plan d'Eugène. Ses lignes sont désormais dégarnies. C'est leur chance. Ils donnent immédiatement l'assaut vers le camp d'Eugène, qui monte à cheval et charge sabre au clair avec sa cavalerie pour les repousser. Une dernière charge d'infanterie culbute les Ottomans qui ordonnent la retraite. Ils ont encore perdu 20 000 hommes. L'armée de secours rentre en Asie. Quelques jours après, la garnison de Belgrade capitule et 60 000 civils musulmans de la ville s'enfuient, protégés des violences par les hommes d'Eugène. C'est une victoire sans équivalent sur les Ottomans, la plus belle campagne de l'Empire. Les Turcs craindront même qu'Eugène se lance vers Constantinople. En juillet 1718, la paix de Passarovitz est conclue. La Turquie cède la Serbie septentrionale et le Banat, en Roumanie. La reconquête est cette fois terminée. Enfin, Eugène va pouvoir goûter à une longue période de paix pendant laquelle il va accumuler les plus belles œuvres d'art de son temps et construire l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe. Il achève aussi la construction de ses châteaux en Autriche, qui sont visités aujourd'hui par des milliers de touristes. Il prendra part à un dernier conflit en 1734, la guerre de succession de Pologne, où il affrontera une nouvelle fois Villars. Ce sont les deux derniers vétérans de la guerre du début du siècle. À la fin de cette guerre-là, les Bourbons seront parvenus à rattacher la Lorraine à la France, et les Habsbourg auront enfin fait reconnaître à toute l'Europe la pragmatique sanction, c'est-à-dire le droit de la fille de l'empereur, Marie-Thérèse, à lui succéder. Le 21 avril 1736, Eugène de Savoie passe une dernière soirée entre amis malgré sa faiblesse et la maladie qui encombre ses poumons. Ses valets attendent 10 heures du matin pour le réveiller, mais il savait dès la nuit qu'il avait cessé de vivre. Ces interminables quintes de toux avaient laissé la place au silence et au repos du corps et de l'âme que ce grand guerrier avait bien mérité. Comme c'est l'usage pour les grands hommes, son corps est séparé et envoyé dans les villes qu'il aura marquées de son empreinte. C'est pour ça que son cœur repose aujourd'hui à Turin, capitale de la Savoie, et son corps, le reste de son corps, est demeuré à Vienne. Victoire, sa nièce, est la seule héritière de son immense fortune et de ses biens inestimables. Et elles vont tout en quelques semaines. Sa façon de dilapider son héritage choque tant les Viennois qu'ils viendront taguer sa porte d'entrée avec ces mots. Est-il possible que du prince Eugène, la gloire soit ternie par une si vilaine victoire ? Voilà comment le petit abbé de Savoie a été consacré comme l'un des plus grands stratèges de l'histoire. Il a été traité en égal d'un Alexandre ou d'un Napoléon par les historiens. Malheureusement, de ce côté-ci du Rhin et des Alpes, on ne connaît qu'à peine son nom parce qu'il a passé la moitié du temps à battre la France et Louis XIV aux côtés de son compère anglais Marlborough. Pour nous, enfants du XXe siècle, l'ennemi héréditaire de la France, c'est soit l'Angleterre, soit l'Allemagne. C'est oublier un peu vite les Habsbourg que même Cyrano de Bergerac va combattre à Arras. Toute la politique française, depuis François Ier jusqu'à Napoléon, s'était construite dans l'opposition aux Autrichiens. Et c'était bien malgré lui que le petit abbé de Savoie avait dû fuir un roi qui se prenait pour un dieu et avait refusé ses services pour finalement faire allégeance à son meilleur ennemi. La promesse qu'il s'était faite à 17 ans, celle de savourer sa revanche en revenant les armes à la main en France, il allait la tenir au-delà de toutes ses espérances. Et qui sait, sans une trahison britannique, peut-être aurait-il pu marcher sur Paris et devenir celui qui aurait amené Louis XIV à plier le genou et rendre sa couronne. Par-dessus tout, Eugène était né dans le combat contre les envahisseurs musulmans en Europe. Il y était né comme soldat au siège de Vienne en 1683 et il avait fait triompher l'Europe une bonne fois pour toutes en reprenant Belgrade en 1717. Il n'avait pu les battre qu'avec le renfort de soldats aguerris venus de toute l'Europe, et même quelques-uns de France, malgré les menaces de Louis XIV contre ses officiers qui rejoignaient cette croisade contre les Ottomans. Des Allemands, des Espagnols, des Polonais, des Lituaniens, des Serbes et des Hongrois, ligués pour repousser le musulman le plus loin possible de la chrétienté et le faire rentrer au plus vite en Asie, dont il n'aurait jamais dû quitter les rivages. Eugène, lui-même, est un peu un condensé d'Europe. Né à Paris,
d'une famille qui règne sur les montagnes entre la France et l'Italie, pour finalement passer sa vie au service d'une dynastie germanique et d'un empire qui se veut l'héritier de celui de Charlemagne. Son héritage, il n'a jamais voulu le choisir. Il a tout pris et s'amusait à signer Eugène von Savoia pour mélanger les 3 langues qu'il avait parlées pendant toute sa vie. Pour finir, on va se quitter sur les mots d'Eugène lui-même, avec lesquels il a conclu ses mémoires. Ils diront comment je suis né en France et comment j'en suis sorti, la rage dans le cœur contre Louis XIV qui m'a refusé une compagnie de cavalerie parce que j'avais une complexion trop faible, et une abbaye parce qu'il prétendait que j'étais plus fait pour le plaisir que pour l'Église. Il n'y a pas de Huguenot chassé par la révocation de l'édit de Nantes qui lui ait conservé plus de haine. Aussi, quand Louvois, apprenant mon départ, dit « Tant mieux, il ne retournera plus dans ce pays-ci, je jurais bien de n'y rentrer que les armes à la main, j'ai tenu ma parole. » Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre des étoiles sur votre application de podcast ou des pouces sur YouTube. Si vous avez des suggestions, des idées, des critiques, laissez-les en commentaire, je les lirai avec plaisir. Et si vous voulez que je vous raconte l'histoire d'un héros européen en particulier, donnez-moi des idées. On se retrouve dans un mois avec le prochain épisode sur Juan d'Autriche et la bataille de Lépante.